Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On en parle d'une famille heureuse avec Clotilde Noël. Bonjour Clotilde Noël. Bonjour. Alors vous êtes mère de 9 enfants, dont 3 enfants que vous avez adoptés, qui sont porteurs de handicap. Alors les termes sont importants, porteurs de handicap, on reviendra là-dessus. Donc vous avez Marie qui est porteuse de trisomie 21, Marie Garance donc porteuse d'un lourd polyhandicap, donc elle ne peut pas manger seule, elle ne peut pas marcher, et Frédéric Moïse qui lui est un porteur d'une anomalie au cervelet. Donc vous avez écrit 3 livres, Tomber du nid, Petit à petit et Risquer l'infini, donc aux éditions Salvator. Et il y a quelque chose qui résume un petit peu tous vos livres, c'est dans Tomber du nid, vous citez Gustave Thibon dans l'échelle de Jacob et vous dites « L'être qui court le moins de risques est ici-bas l'être le plus voisin du néant. Qui ne risque rien n'est rien. Le risque est fait pour être couru. Chaque être porte en lui de quoi surmonter les risques auxquels sa nature ou sa vocation l'expose. » Alors, pour moi, tout est résumé dans cette phrase, en tout cas votre combat. Alors, pourquoi vous avez pris un risque aussi grand? Et après, on reviendra un petit peu dans les détails de vos 3 adoptions. Déjà, je vous remercie d'avoir ressorti ce texte de Gustave Thibon, parce que c'est un texte qui a résonné très fortement avec Nicolas au moment où les services sociaux nous bloquaient en fait dans notre adoption. Et Nicolas, qui lit assez peu, parce qu'il est pas mal plus dans l'activité, est tombé sur ce texte. Et ça a été pour nous, parce qu'on n'arrivait pas en fait à énoncer ce qu'on souhaitait. En fait, c'est très compliqué finalement de dire on souhaite aimer un enfant porteur de handicap. Alors au début, c'était un enfant en soi. Et puis après, on nous a dit que ce qui attendait vraiment, c'était ces enfants dits à particularité. Et du coup, ça me touche beaucoup parce que c'était des moments qui ont été très douloureux, mais aussi très forts. Et ce texte a été pour nous une réponse. Et du coup, on l'a dit à l'oral. On a pris le risque de le dire parce que Gustave Thibon n'est pas forcément toujours reçu par tout le monde. Mais on s'est dit, c'est parce que en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que voilà, on peut pas exposer un projet de toute une vie, aussi dangereux qu'il soit-il, parce qu'il est spécialement dangereux quand même, ce risque d'aimer, en l'occurrence, le choix qu'on faisait. Mais c'était difficile de parler d'amour, ça faisait quand même... on avait l'impression d'être quand même vraiment dans l'angélisme. Pardon. Et en l'occurrence, là, il fallait quand même avoir les pieds bien posés sur le parquet parce qu'on partait avec un enfant porteur de handicap et on avait déjà 6 enfants biologiques. Donc, il faut être rattaché à une réalité. Et du coup, le fait de énoncer que finalement, la vie en soi, rien que le premier jour où on s'ouvre à la vie, c'est un risque, évidemment, un risque de souffrir. Plus on aime, on va souffrir. Un risque, évidemment, puisqu'on va arriver à un moment donné au passage de la mort. Enfin. Et du coup, on se disait que peut-être si on passe avec l'échelle de Jacob sur philosophiquement peut-être et sortir un peu du terrain, parce qu'il nous ramenait toujours au trop concret du terrain. Et évidemment qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Et encore aujourd'hui, on le dit. Mais ça vaut le coup. Oui. Oui, et puis c'est ce règne aussi de la technique qui nous explique qu'on veut tout contrôler. C'est et ça. Vous dites, moi je veux un enfant qui est porteur d'handicap. Je ne veux pas forcément contrôler l'avenir de mes enfants. En fait, on n'a pas voulu contrôler finalement le flux de la vie qui s'installait en nous. Ça a vraiment été ça, en fait. C'est vraiment le flux. J'utilise ce terme parce que c'est quelque chose de dynamique, de puissant. C'est un flux, en fait, qui est arrivé en nous. Une force de vie, en fait, plus forte que nous. Hein. C'est pas une idée qui est venue de nous. C'est quelque chose qui s'est invité. Et on a eu l'audace de dire ok, en fait finalement ça nous dépasse, évidemment ça nous fait peur, est-ce qu'on sera à la hauteur, et tout ça on l'a déposé, mais une fois qu'on a déposé tout ça, on s'est dit c'était quand même une telle invitation. On s'est dit c'est quand même dommage de ne pas embarquer dans ce flux et de ne pas répondre à cette invitation, mais exactement comme quand on décide de passer d'accepter et de prendre le risque de vivre toute sa vie avec quelqu'un, c'est un risque aussi, mais c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire que aujourd'hui on ne prend plus le risque, on regarde toujours la porte de sortie et du coup on se dit ok, on se marie au risque à la rigueur de se dire
dans ma tête, il y a quand même la porte de sortie divorce. Et du coup, c'est vrai que là, c'était quelque chose de très angoissant par les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas de porte de sortie. Il y en a, en fait, il y en a une, hein, parce qu'il y a des enfants, il y a des parents qui redéposent leur enfant à l'adoption, mais c'est vraiment atroce. Mais en soi, c'est ça qui faisait peur, en fait, à nos interlocuteurs, et c'est ce qu'on a compris, parce qu'on a eu quand même des échanges dans la douceur. Et on a compris que évidemment eux ça les angoissait terriblement, parce qu'ils disaient en gros, si ça ne fonctionne, et si qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup on disait, et si au risque d'aimer, et ben en fait on continuera à avancer, bien sûr. Et justement, donc on va parler de ça, donc de votre désir d'adopter. Donc au début c'est pas un désir d'adopter des enfants handicapés en soi, mais c'est un désir d'adopter un enfant pupille de la nation. Donc comment ce désir est né? Alors c'est tout simple, hein, c'est un jour quelconque, cette idée m'a traversée, c'est une phrase très simple qui s'est invitée chez moi, qui m'a dit, et si finalement tu devenais la mère d'un enfant qui existe déjà. Donc ça c'est la petite étincelle de départ qui a été assez étonnante, parce que en fait on n'avait pas de souci pour avoir des enfants biologiques. Du coup on ne s'était pas posé la question de l'adoption. On n'avait aucune connaissance en fait vis-à-vis de l'adoption. Du coup on était dans une représentation très binaire. L'adoption est faite pour c'est un chemin qui est fait pour les couples qui souffrent de stérilité. Du coup, c'était vraiment une invitation à dépasser en fait notre génome, à partir sur un autre chemin de la parentalité. Du coup, moi, c'était OK, puisque en fait, cette phrase en me traversant a évidemment embrasé mon cœur, et c'est un feu en fait déjà qui a commencé. En fait, j'étais déjà mère. En fait, on va dire, j'étais déjà mère à partir du moment. À ce moment-là, nous avions 4 enfants. Mais qui étaient très rapprochés, j'avais 26 ans. Voilà, du coup, je l'ai proposé à Nicolas, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas... Et à ma grande surprise, il n'a pas hésité une seconde, il m'a dit oui. Et donc, je reviens sur votre partie de la question. Évidemment qu'on était sur notre désir d'aimer un enfant. Ça aurait été quand même assez étrange de se dire que, dans un premier temps, on allait... évidemment vers un enfant handicapé. Du coup, ça s'est invité à nous exactement comme nos autres grossesses finalement. Et en fait, quand on relit notre histoire, elle est très simple en fait. C'est assez fluide. C'est un désir d'enfant qui naît dans le cœur de la mère, et une invitation à aimer. Et après, voilà, une autre parentalité, mais finalement, excusez-moi, qui s'inscrit exactement dans la même... parentalité de ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. Et pour vous, c'est très très simple, mais étant tombé du lit, donc vous parlez de l'adoption de Marie, donc qui est porteuse de trisomie 21, et vous avez tout un parcours du combattant pour l'adopter, parce que, il faut le dire, l'administration vous infantilise un petit peu, vous traite à moitié de folle quand même quand vous dites que vous voulez adopter un enfant, sachant que vous pouvez en avoir biologiquement. Comment vous avez vécu comment quelque chose de si simple, parce que quand vous en parlez, on a l'impression que c'est très simple, comment vous avez réussi donc à avoir la garde de Marie, enfin, je ne sais pas comment on dit explicitement, mais comment vous avez réussi à adopter Marie? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, comment on a vécu cela? D'abord, ça a été un grand choc, parce que, comme vous dites, nous, c'était assez simple, bien sûr. On est quand même dans une vraie réalité, parce que quand on a poussé les portes du Conseil général, on avait 6 enfants. Moi, je n'avais absolument pas d'aide. On n'a pas nos familles proches. Du coup, on sait déjà ce que ça engage d'avoir des enfants en bas âge. Là, on partait en plus sur l'adoption, donc on sait qu'on va devoir de nombreuses fois aller dans les hôpitaux, les soins, etc. Et du coup, ça a été un choc pour nous, parce que le fait que on nous a découragés, on nous a quand même dit froidement que ces enfants n'étaient pas aimables. Donc en fait, on est tombé dans un monde. On a découvert qu'il y avait en fait beaucoup d'enfants porteurs de handicap en France qui attendaient des familles. Donc le premier choc, ça a été de se dire, mais pourquoi on n'est pas au courant de cette réalité? Ça a été la première souffrance. Ensuite, la deuxième souffrance, c'est de se dire, il y en a énormément. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de familles qui y vont. C'est ce qui paraît assez normal, qu'il n'y ait pas beaucoup de familles qui y aillent, puisqu'en fait, on ne sait même pas qu'ils existent. Donc, on ne risque pas d'avoir de demande. Du coup, on s'est dit, évidemment, c'est normal qu'on soit auditionné, plus qu'auditionné, parce que c'est pas... c'est un enfant à part entière.
C'est pas, voilà, c'est un enfant à part entière et du coup, il est normal que le circuit soit compliqué, voire peut-être même plus compliqué, puisque c'est un enfant qui apporte des particularités. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi on nous refusait. Pourquoi en fait on n'a pas arrêté, au lieu d'avoir des échanges où on souhaitait en fait comprendre comment fonctionnait une adoption, comment mettre en place le lien de filiation adoptive, comment pouvoir s'occuper d'un enfant porteur de handicap. Pourquoi en fait tous les échanges étaient sur le pourquoi vous faites ça, c'est assez étrange et surtout nous décourager. Alors j'entends que les personnes qui étaient en face de nous c'était pas leur chemin, mais en fait peu importe, elles sont pas là pour faire de transposer en fait leur histoire à la nôtre. Et c'est ça qu'en fait c'est là que ça a été compliqué, c'est de se dire voilà, ils sont nombreux, ils sont faibles, ils sont fragiles, ils ont des droits évidemment en France, mais qui ne sont pas respectés. Et du coup, si nous, on n'est pas tenace et on n'a pas l'audace d'aller les voir, d'aller vers eux, alors qu'en fait, c'était en plus vraiment une démarche d'amour, hein, pas du tout volontariste ou humaniste, du coup, qui le fera? Et puis, comme je reviens sur ce que je vous disais, puisque de toute façon, l'étincelle, elle était partie, en fait, on était... Avec du recul, on se dit, en fait, on était déjà parents à l'instant où, en fait, j'ai eu cette phrase qui m'a traversée. Du coup, les gens nous ont dit, mais comment vous avez eu la force? Mais en fait, elle était instinctive, cette force, comme une mère, en fait. Retrouver votre enfant. Oui, puis comme une mère qui va énormément souffrir au moment de l'accouchement, etc., elle va avoir la force de faire venir au monde cet enfant. Et ben en fait, c'est exactement la même force. Du coup, on n'a aucun mérite. On n'a clairement aucun mérite et on n'a aucun courage. C'est l'amour qui nous a permis, et même nous, avec du recul, on ne sait pas en fait comment on a réussi et comment surtout on est resté calme. Parce qu'on a tous les deux des tempéraments de feu. Et du coup, on a accepté des rendez-vous qui duraient quand même 4 à 5 heures. On a accepté d'aller à l'autre bout de Paris voir des psychiatres, puisque comme vous disiez, ils m'ont, moi, personnellement pris pour une folle, ils me l'ont dit ouvertement, qui trouverait ma névrose. Et en gros, plutôt trouverait ma névrose pour me soigner que de me donner un enfant. Enfin, combattre l'administration française, et oui, si vous avez du courage. Mais il y a aussi le regard des autres qui est un peu culpabilisant, qui vous disent mais oui, vous avez déjà 6 enfants, pourquoi encore avoir un enfant, pourquoi se mettre en avant avec des enfants handicapés? Et ça, comment vous le surmontez? Ça, en toute humilité, ça a été ma plus grande souffrance. Ma plus grande souffrance, ça a été d'abord, ces personnes, sans s'en rendre compte, nous ont installé un doute. Et le doute, c'est dur quand même. Déjà, en premier lieu, dans la démarche d'adoption, beaucoup m'ont dit, en fait, t'es quand même vraiment capricieuse. Pour une fois dans ta vie, en fait, on te dit non. La vie te dit non en soi. En fait, c'était pas la vie, hein, c'était quand même des hommes qui bloquaient pour moi le flux de la vie. On te dit non, accepte ce non, sois humble en fait. Sois humble par rapport au fait. Du coup, ça m'a fait douter parce qu'en fait, c'est évidemment que quand on nous dit ça, de gens en qui on a confiance quand même, des gens qui sont autour de nous depuis un moment, on se dit waouh, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat en fait? Est-ce qu'on est vraiment sur le fait qu'on n'accepte pas le non et du coup on est sur de l'orgueil pur? Et du coup j'avais déposé ça à Nicolas qui avec beaucoup d'humour m'a dit enfin c'est quand même un peu particulier là, je crois qu'on est en train de changer les choses, et lui très fermement m'a dit mais en fait Clotilde, c'est pas le non qui me dérange. Moi si j'ai face en moi plusieurs spécialistes qui m'expliquent de façon très cartésienne, humaine, que l'enfant qui va arriver chez nous, ce n'est pas bon pour lui, mais je me range immédiatement. Par contre, regarde les conclusions. En fait, les conclusions ne sont pas objectives. Il y avait quand même des fausses choses écrites sur nous, des phrases mises entre guillemets qu'on n'avait jamais prononcées. Du coup, il me dit là, je suis désolée, mais c'est normal qu'on se batte. Et après, de façon avec beaucoup d'humour et de finesse, il m'a dit enfin, ça m'amuse quand même parce que ces mêmes personnes vont être les premiers à se battre quand au bac ils ont une note qui n'est pas justifiée. Ils vont être premiers. Parce qu'on est quand même, on nous demande d'être humble, mais on ne nous demande pas d'être des lavettes. Du coup, quand il y a quelque chose de pas juste, on nous demande évidemment avec douceur de faire respecter la justesse. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais pris un peu le bouillon en me disant, est-ce qu'on devient orgueilleux? Parce qu'en fait, cet enfant, évidemment, en fait, il était tellement en moi que c'est ce que j'explique dans le livre. Les matins, c'était dur, en fait. Je faisais plus un geste sans les imaginer qu'il serait là. Il nous manquait, en fait, déjà. Il était inscrit dans notre famille depuis toute éternité. Et ça, il faut se le dire, que rien n'est fait au hasard,
tout est écrit depuis toujours. Du coup, à partir du moment où cette phrase est venue en moi, ça m'a révélé en fait les écrits en soi. Ça m'a révélé que cet enfant était le mien. Du coup, il me manquait. Du coup, je savais qu'il était quelque part en France et qu'il souffrait. Du coup, il y avait quand même une résonance. On est connecté en fait à la partie de l'humanité. On oublie ça. Du coup, il y a eu ça qui a été d'abord très difficile et qui m'a demandé si on n'était pas dans notre souffrance en fait en train de prendre un mauvais chemin. Et ensuite, ce qui a été très difficile, c'est que, en effet, c'est ce que vous avez évoqué, c'est les reproches extrêmement violents. Ça a été très très violent, il faut le dire, extrêmement violent. Vous vous prenez pour qui pour raconter votre histoire. Et aussi des gens qui veulent vous protéger, parce que des gens qui vous aiment et qui vous disent mais dans quoi tu t'embarques, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Oui, alors en fait c'était plus malheureusement ça c'est plus simple en fait. Quand les gens viennent à nous et déposent leurs craintes et leurs angoisses et qu'on puisse finalement travailler la discussion ensemble, ça c'est beau. Parce qu'en fait on ne demande pas aux gens d'être d'accord. On ne demande pas aux gens de dire ok. On aime en fait les vraies discussions posées sur la table. Mais en fait la vie est plus compliquée que ça. Et quand généralement il y a des angoisses, il y a de l'agressivité. Et ça c'est compliqué parce qu'après c'est à nous de décrypter qu'en fait en face, en dessous de l'agressivité, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de... Mais ça voilà, nous aussi on a notre finitude et c'est pas forcément facile. Mais je pense que c'était là finalement que moi personnellement j'étais appelée sur ce chemin parce qu'évidemment ça a généré de la colère et puis au bout d'un moment je me suis dit tu ne peux pas aimer ces enfants si tu n'aimes pas en fait en face les personnes qui te font du mal. Et aujourd'hui avec du recul parce que maintenant ça a eu lieu il y a 10 ans j'avoue que ça m'a énormément fait grandir parce que ça m'a fait de tels tiraillements intérieurs que ça m'a obligée aussi. Alors après, je ne fais pas la fière parce que je suis passée par des moments assez douloureux quand même. Parce qu'on est humain et qu'on a besoin de l'autre. On est fragile. Et on a besoin de l'autre. Bien sûr. Et moi, donc j'ai bien compris. Donc il fallait dire porteur de trisomie 21, porteur de handicap. Ça, c'est quelque chose, vous êtes très attaché à ça. Et vous dites en réalité que les personnes handicapées sont en situation de handicap sont comme nous et que c'est en réalité une fragilité comme une autre et qu'on est tous fragiles. Et notamment, vous parlez dans votre livre, donc vous allez à l'Arche et vous voyez donc tous ces personnes donc en situation de handicap et en réalité, vous dites qu'ils sont comme nous. Ils ont juste une fragilité qui est différente et notamment ils ont une autre force, c'est-à-dire qu'ils ne jugent pas les autres. Et comment vous expliquez ça quel est le témoignage de ces personnes en situation de handicap dans ce monde où on est tout le temps dans la recherche de performance, dans la rentabilité? Alors, pour reprendre le début de votre question, vous me parliez de porteurs de handicap. C'est vrai que moi, j'y suis particulièrement, en fait, pas attachée. C'est juste par souci. J'ai rencontré tellement de familles qui souffrent et qui ne supportent pas qu'on réduise leur enfant à ça. Nous, je pense que notre histoire est différente. Et du coup, je me suis alignée sur cette souffrance-là en me disant, moi, personnellement, ma fille, elle est polyhandicapée, j'en suis folle. Si j'en parle 2 minutes, je vais me mettre à pleurer tellement je l'aime. Du coup, ça ne me dérange pas, en fait. Mais je n'ai pas vécu la souffrance du diagnostic, etc. Du coup, je me suis alignée sur cette notion de langage qui est très importante pour des femmes qui souffrent beaucoup. Du coup, c'est quand même un peu compliqué quand on s'exprime, parce que porteur. Mais à un moment donné, on rentre aussi dans un autre monde. Il faut accepter un certain codage par délicatesse. Et je pense que dans le handicap, il en faut beaucoup de délicatesse. Ensuite, pour la deuxième partie de votre question, par rapport oui, sur la fragilité, etc. Alors, moi, je dirais même pas qu'ils sont comme nous, je dirais qu'ils sont plus précieux que nous. Parce qu'ils ont des connexions beaucoup plus fortes sur l'invisible. Et ils nous amènent à ça. Donc, non seulement je dis qu'ils ne sont pas comme nous, je dis qu'ils sont plus précieux que nous. Ils ont une forme de pureté quand vous les décrivez. Bien sûr. Marie-Garance, c'est évidemment, nous, c'est ce qu'on dit et ce qui peut être entendable pour des personnes qui ont la foi. Marie-Garance, elle est née sainte et elle mourra sainte. Elle n'a aucune possibilité d'avoir un mécanisme. Et d'ailleurs, tout passe dans ses yeux. Elle a une douceur et on le voit. C'est-à-dire, bien sûr, nous, on est ses parents, donc on en est fous. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit combien nos amis
ce qu'ils disent sur Marie-Garance. Et plus que nos amis, dans la force de cette communauté, j'ai eu des courriers de gens qui m'ont dit Marie-Garance, même à travers une photo, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'elle m'a provoqué. Voilà, du coup, j'ai mis à plat ma vie et j'ai réfléchi à ça. Du coup, bien sûr, ils ont une pureté, ils ont une innocence. Ils ont tout ce que énonce le Petit Prince, en fait. Du coup, ils auront à vie cette innocence et cette pureté. Et du coup, nous, qui sommes adultes et souvent stupides, on a pris cette innocence par une bêtise. Mais c'est nous, en fait, qui sommes dans notre finitude. Et c'est ce monde qui va trop vite et qui n'est pas dans la délicatesse, qui n'est pas dans... Moi, j'aime énormément Éric Emmanuel Schmitt qui disait « Le monde manque d'émerveiller ». Mais c'est pas le monde est rempli d'émerveillement, mais c'est nous qui ne sommes plus émerveillés, c'est nous qui ne sommes plus capables de voir la beauté de la rosée sur une fleur en fait. Et ces enfants nous ramènent à ça. Ce que vous expliquez les premières fois de Marie, quand elle touche le sable, quand elle rigole, quand elle c'est un vaccin contre le désenchantement du monde. Mais c'est ça. Et en fait, c'est exactement ce que je vous disais, on a pris cette beauté, ce côté prime sautier, en fait, ce côté innocent. On a pris pour de la bêtise. On dit qu'ils sont bêtes. Bien sûr, ils vont pas à l'école. Mais enfin, il y a plein de gens qui font des grandes études et qui sont complètement à côté de la plaque. Du coup, laissons-les nous infuser. Et bien sûr que nous, on leur apporte des choses parce que évidemment qu'ils ont des manques aussi. Ils ont des manques d'autonomie. Ils ont besoin d'être encore plus protégés, encore plus cajolés, encore plus. Et puis, plus on s'approche d'eux, forcément, la vie, elle prend une ampleur avec beaucoup d'humour. Nous, à la maison, ça rit beaucoup. Oui, en tout cas, dans le livre, ça rigole tout le temps. Oui, ça rigole beaucoup. Parce que Marie, maintenant, elle va avoir 10 ans. Quand on la laisse s'exprimer à table, etc., il y a des parties qui sont très cohérentes. Puis tout d'un coup, ça part complètement en sucette. Et en fait, on s'embarque avec elle. On accepte de s'embarquer avec elle. Et en fait, à tous les niveaux, nos enfants qui sont extrêmement différents, en fait, à chaque fois qu'elle parle, si on laisse s'embarquer, elle nous amène dans un voyage. Et en fait, on rigole et ça nous fait du bien. Et on l'aime comme elle l'est. Et on n'a pas pitié d'elle. Moi, je dis souvent, parce que quelquefois, il y a des amis qui passent à la maison, et Marie, elle peut être punie, elle doit respecter les règles. Et en fait, je dis toujours, elle ne me fait pas pitié. Elle dans son entièreté, elle a sa dignité, et c'est à nous, en tant qu'éducateurs, de l'amener à pouvoir donner tous ses talents. Et donc, on va parler de votre association Tombe et l'Unique. Vous avez donc cofondé avec votre mari, Nicolas. Et donc, quelle est cette association ? Quel est le but de cette association ? Alors, au début, l'association, c'était juste de parler de ces non-aimables que nous avons découvert, qui étaient si nombreux en France. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit Tombe et l'Unique. Et ensuite, très vite, il y a une communauté qui s'est mise en place et qui nous a vite dépassés. Du coup, aujourd'hui, on a monté un projet. Là, on a une application qui s'appelle Le Cœur d'Uni, qui est sortie le 18 juin. Et en fait, le but de cette application, le travail fondamental, c'est pas une application. L'application, c'est la technologie qui nous permet en fait de mettre en lien des bénévoles que nous formons. Ça y est, on commence. On a déjà un bon peloton de bénévoles. Donc, le lancement se passe très, très bien. Donc, on forme ces bénévoles, on les suit et on les met en relation avec les familles. Mais nous, en fait, notre travail profond, c'est la création de ce réseau. C'est la création de ce réseau solide et c'est inédit, en fait. C'est pas juste une appli qui permet une rencontre. C'est vraiment derrière... apporter quelque chose de très ajusté déjà dans la demande des familles. Et ça va aider aussi bien à l'adoption, donc ça c'est quand même très novateur, de ces enfants-là en France, handicapés. Et ça va permettre aussi d'aider toutes les familles avec tout handicap, pour les accompagner, justement, faire aussi des groupes où c'est un peu plus léger, parce que c'est dur aussi quelquefois quand on se retrouve dans des groupes de parents d'enfants handicapés où ça pleure beaucoup et c'est très lourd, c'est beau, mais... voilà, proposer ce que les gens... s'ajuster à la demande des gens. Et puis après, surtout, des choses très concrètes, parce que moi, je suis maman, et j'ai beaucoup galéré sur ce chemin après pour faire soigner mes enfants. Du coup, aider à avoir accès aux soins, aider au dossier MDPH, où c'est un parcours du combattant. Donc, en fait, ce qui est chouette, c'est que quand une famille va se connecter à cette application Le Cœur d'Uni, elle va pouvoir énoncer une réponse très concrète. On ne va pas lui parler de changement de regard, d'inclusion, etc. Et on va pouvoir, en quelques heures ou en quelques jours, répondre
à sa question et elle va pouvoir redormir ou repartir au boulot, etc. En fait, ça va vraiment l'aider localement en plus, puisque l'application est géolocalisée. Donc créer une communauté d'entraide d'enfants, de familles avec des enfants porteurs de handicap. Merci beaucoup Clotilde Noël. Donc on rappelle les titres de votre livre, Tomber du nid, Risquer l'infini et Petit à petit aux éditions Salvator. Et donc l'application c'est Le Cœur du Nid. Le Cœur du Nid disponible donc sur Google Play, sur Apple Store. Je vous engage à la télécharger ou alors nous aider aussi en allant sur notre site. Et surtout parler de nous. Et à chaque fois que une personne rencontre une famille qui peine, dites-lui de se connecter à cette application qui est totalement gratuite. Merci beaucoup Clotilde Noël. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.